Des questions courtes, des réponses courtes. Madame Bénévent a levé la main. Deux questions, une pour chaque orateur. Est-ce que tu as d'autres exemples de prix que celui que tu as présenté dans ton... Pour le Nouveau Testament, ou les versions 2, ou en général? Enfin, notamment pour le... Oui, je peux donner un ou deux autres, voilà, mais en fait, je ne les ai pas tous présentés, j'ai simplement rattrapé cela parce que j'avais une photo. Comme ça a été mentionné tout à l'heure, je voulais le récupérer et le mettre. Voilà. Mais le prix varie en fonction de tellement de choses, notamment la reliure, etc., que c'est assez difficile de disserter dessus le moment, à moins de passer 20 minutes que sur ça. Et je me suis dit que c'était pas le propos. Mais oui, le prix peut varier assez follement. On sait d'après les autres textes sur la reliure que le prix de reliure semble varier à environ un tiers du prix du livre quand c'est une reliure un tantinet sérieux. Si c'était un livre extraordinaire, on peut doubler le prix. Voilà. Bon, en attendant, si c'est le genre de reliure à la Leclerc, si je puis dire, là on est sur du 10% du prix en Chine. C'est quand même un travail assez fort. Merci. Et une question de Gilbert. Un peu plus fort parce que je suis sourd, moi. Oui, donc tu as évoqué les recueils constitués par Bert lui-même, en disant qu'il y avait des choses assez significatives quand il n'était pas seulement érasmien. Est-ce que tu peux en donner quelques détails? Oui. Témoignage des horizons dans lesquels doctrinaux, dans lesquels en fait Erasme est pris. C'est-à-dire que tu as un volume que j'ai identifié qui vient du fonds Glissenheim, qui est un volume le 5 de 12 689, qui est presque exclusivement consacré à la querelle sacramentelle et à la doctrine de personne. Et on sait que Bert, comme Erasme, a fait partie des 4 personnes consultées à partir d'octobre 1525, à la suite de la sollicitation du magistrat, puisque Zwingli et Kulopan avaient publié des traités au sujet de cette question. Et on voit très bien qu'effectivement, c'est des textes qui sont systématiquement annotés. Il y a des écrits de Luther en allemand aussi dans le même volume. Et il y a Zwingli et Osiandre dans un autre. Et il ne faut pas se tromper. La plupart des recueils sont des recueils qui sont déterminés par des questions de format, d'année d'édition, voire d'éditeur, de 2 éditions, des litres, etc., de même format, etc. Et dans le lot des 6, il y en a au moins 2 qui sont significatifs du point de vue doctrinal et des enjeux doctrinaux balois dans les années 1520. Il faut savoir une chose, c'est que cette bibliothèque, elle me semble aussi intéressante parce que, si je peux me permettre cette indication concernant Bâle, les années 1520 à Bâle sont terribles pour pour Erasme, parce que Erasme, il voit partir tous les gens qui étaient proches de lui et qui petit à petit glissent du côté de Luther et traduisent des textes d'Erasme alors qu'il ne veut pas qu'on les traduise en langue vernaculaire. Il y a ces enjeux-là. Holicek, dans son livre Erasmus Deutsch, l'a très bien montré. Et en même temps, il y a des gens qui s'engagent dans la réforme à Zurich, dans la réforme à Bâle. Et donc, du coup, il voit bien tout son petit monde partir. Et le seul, l'un des seuls à qui il puisse encore s'accrocher, c'est Guibert, qui ne vacillera jamais. C'est pour ça que cette bibliothèque, elle offre, je veux dire, une sorte de pendant orthodoxe, conservateur, si je puis dire, à un certain nombre de bibliothèques bâloises, qui sont des bibliothèques plutôt de cette transition d'un pôle à l'autre de la réforme, dans ses connotations multiples dans les années 1520 en particulier. Merci. Moi j'avais une question à poser à Malcolm. Tu as montré qu'en France, il y avait un épuisement des éditions du Nouveau Testament d'Érasme à partir du moment où on avait l'édition de Bible protestante, à partir des années 1560. Est-ce que tu fais le même constat en Angleterre, par exemple, avec l'impression de Bible anglaise, Tyndale, etc., ou par exemple en Allemagne? Est-ce que finalement,
ce modèle français, c'est-à-dire cette idée que, alors pour le coup, là on a l'impression que Erasme est un marchepied avant d'arriver à la traduction protestante de la Bible. Est-ce que tu le rencontres ailleurs, ou est-ce que par exemple en Angleterre, le Nouveau Testament et la publication de Bible anglaise, ou en Allemagne, la publication du Nouveau Testament et de Bible en allemand, de Luther, etc., ne se neutralisent pas? Alors, ce que moi je vois là-dessus, c'est que bon, j'ai parlé des Bibles genevoises, je pourrais aussi parler évidemment de la traduction en latin de Bèze, également donc il y a plusieurs concurrents en effet dans le marché français de ce côté-là. Il y a également une volonté de retraduire dans le domaine français avec des gens comme Benoît, etc. Mais en Allemagne et en Angleterre, on voit pas cet essoufflement justement, non. Quasiment l'ensemble des éditions dans les années 1570, 1580, etc. sont des éditions allemandes, voire anglaises, et donc on voit réellement une continuité de la production dans ces villes-là. Je savais que j'ai pas mis l'évolution des autres, mais réellement c'est assez frappant que même s'il y a une réduction, on continue réellement à se référer, à publier le Nouveau Testament pensénial dans le monde germanique et le Nouveau Testament. Et tu ne penses pas que le fait qu'il y ait beaucoup d'impression du Nouveau Testament à Lyon plutôt qu'à Paris est lié au fait qu'il n'y a pas de parlement à Lyon, pas de faculté de théologie à Lyon, indépendamment de ce que tu sais de la force du marché, enfin de l'impression lyonnaise pour le milieu international? C'est possible, oui, c'est possible qu'ils sont témoins le poids de l'attaque. Mais dans ce cas-là, en même temps, c'est assez intéressant que c'est à Paris qu'on ait quand même commencé à publier le Nouveau Testament et qu'on l'ait fait quand même dans un contexte où on savait qu'il fallait se justifier et combattre un peu ce que peut-être avec la montée de la répression. On le fait plus facilement à Lyon qu'à Paris, mais en fait, on continue néanmoins à le faire pendant des années que moi je penserais plus critiques dans ce domaine-là à Paris, dans les années 1540, etc. Et c'est réellement, en fait, plus tardivement qu'on voit Paris s'arrêter. Et donc, évidemment, il y a ce contexte-là, mais je pense qu'il est peut-être moins fort, moins important pour Erasme que pour le reste dans ce domaine-là. Mais après ça, c'est une évaluation personnelle par rapport aux indicateurs que j'ai pu trouver, qui me semblent plus donc être basés sur une question de demande que sur une question d'être réprimé. C'est une question pour monsieur Gilbert Fournier. Peut-être. Non, ça va aller. Comment expliquez-vous, moi, ce qui me paraît être une anomalie dans la page de titre de l'édition de Gros, hein, le Nouveau Testament traduit selon la vérité hébraïque. On attendrait. C'était la vérité hébraïque. Ah bon, pardon. Excusez-moi. Excellente question, parce que évidemment, ça vient du grec et non pas de l'hébraïque. Je ne sais pas. Voilà. Vous avez la réponse directe de quelqu'un qui n'est pas un spécialiste musique. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Ça paraît énorme. Le texte est avéré. C'est une bévue de l'éditeur. C'est une bévue de l'éditeur, ou peut-être que c'est une façon aussi de vendre. C'est un argument de vente. Un argument de vente. Et l'hébraïque, ça fait mieux que le grec à ce moment-là. Mais oui, en effet. C'est l'idée qui vient à l'esprit. Mais c'est une édition de pauvre qualité, de toute façon. Comment? C'est une édition de pauvre qualité, de toute façon. La preuve. Mais voilà, la preuve, si on veut. La base de la traduction anglaise de Tyndale et le grec d'Erasme, n'est-ce pas? Oui. Alors, il est le textus receptus, oui, comme de Luther, n'est-ce pas? Tout à fait. Le texte d'Erasme a une présence extraordinaire en Angleterre pendant encore très longtemps en termes de sa valeur. On va tout le temps se référer à ce texte comme un texte fondamental, et même aujourd'hui, il y a des gens qui réfèrent encore à la version grecque comme étant la version fondamentale. Les paraphrases aussi sont oui, la base. Maintenant, j'ai une question, une précision. Vous avez donné une adresse électronique, n'est-ce pas, avec Ricci. Ouais. Mais ça se réfère à l'enquête sur les bibliothèques monastiques à la fin du siècle, n'est-ce pas? Et on a trouvé, oui. Alors, les Nouveaux Testaments qui sont
Elenqué, vous avez trouvé 3 éditions, ça se trouve dans cette enquête. Et ça se trouve dans cette enquête. Voilà, non, ça se trouve dans cette enquête. Et pour l'un des exemplaires, j'ai réussi à trouver le pendant probable, aujourd'hui encore, puisque c'est censé être dans la même ville, ça pourrait être le même. Il faudrait se déplacer le voir. Il faudrait essayer de voir si dans l'indication manuscrite, qui n'est pas donnée de manière, pour les gens qui ne connaissent pas la base, qui n'est pas donnée de manière citée directe, elle est transformée, elle est analysée, elle est présentée avec les informations qu'on peut retrouver. Et en fait, en comparant avec ce qu'on trouve dans les SBM, on retrouve donc cet élément, mais il faudrait voir l'exemplaire, il faut essayer de voir des preuves dedans également de comment elle est rentrée dans la collection, etc. Donc pour le moment, c'est un rapprochement tout à fait tentatif, mais néanmoins très intéressant et qui serait en effet à creuser. Dans 3 exemplaires auraient survécu jusqu'à la fin du siècle. Oui, ce qui est assez extraordinaire. Merci. Donc moi c'est Hélène de la Maison d'Erasme à Anderlecht. Juste une petite note pour vous, Malcolm, quand vous évoquiez les éditions censurées du Nouveau Testament, j'en ai rencontré une à la bibliothèque universitaire de Gand, donc l'édition de 1516, vous l'avez vu peut-être. Oui, en fait je parlais, pour reprendre le contexte, je parlais d'éditions en France. D'accord, oui, je pense qu'en dehors de la France, c'est le cas, notamment dans les Pays-Bas. Il y a tout un mouvement très très tridentin au début du fin du XVIIe siècle qui pèse très lourdement sur toute la politique de production de livres, mais également sur la conservation. Oui, ça, à Gand, je pense pas l'avoir vu celui-là, mais ça ne m'étonne pas. Mais en revanche, vous partez 500 km vers Paris, ça me surprendrait plus d'avoir cet élément-là. Mais en même temps, je pense que ça peut exister et ça serait intéressant. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est l'image sur les travaux de Copernic, etc. Où là, pour le coup, Gingrich avait tous les exemplaires. Et ça ne m'étonnerait pas ça montre quand même une tendance très forte. Alors que quelques versions existent, oui. Je peux juste donner un éclairage complémentaire, c'est que dans la bibliothèque de Vert, il y a plusieurs exemplaires de Luther, de Zwingli, etc., qui portent des mentions de mise en garde. Et elles sont systématiquement de la main des moines des abbayes de Isenheim ou de Marbach. Au XVIe siècle, ces textes posaient des problèmes, étaient discutés, etc., mais ne donnaient pas lieu à des mises en garde qu'on mettait sur les pages de titres, alors que visiblement, ultérieurement, au XVIIe siècle, on mettait encore en garde sans détruire le livre, etc., parce que la censure n'est pas ce qu'on croit, et c'est surtout pas ces grandes machines à détruire des textes, c'est absolument évident. Ceci étant dit, au XVIe siècle, la Bible des frères de Bèze a très souvent le nom de Bèze ou bien barré ou bien découpé, en France aussi. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que dès qu'il y avait la mention, on ne pouvait plus revendre le livre, et donc il perdait toute sa valeur également. Donc il valait mieux enlever le nom de quelqu'un qui réduisait à 0 la valeur de son livre. Je suggère que Erasme est moins décoté que Théodore de Bèze. Tout à fait. Ça, c'est pas très difficile, je pense, dans le monde catholique. En tout cas, si je peux dire un tout petit mot, bien sûr, on est toujours amateur de statistiques bibliographiques. Ça montre 2 choses. La première, quand vous dites qu'il faut repérer les exemplaires français, la première, c'est de se méfier des rétroconversions et des quantités de choses qui sont reproduites d'un étage à l'autre, parce que ça reproduit des erreurs, et les erreurs se reproduisent elles-mêmes, etc. Dans les fiches, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas plusieurs fois les mêmes exemplaires sous différentes variantes. Enfin, ça, vous le savez mieux que moi. Et puis, le fait aussi que ces fiches doivent systématiquement, autant que possible, être complétées par les mentions d'exemplaires, les particularités d'exemplaires. Si c'est un exemplaire qui est à Ravenne, en effet, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Non, je pensais à autre chose à propos de ça. C'est la différence entre l'économie de la production, avec vos cartes des imprimeries, et l'économie de la consommation, c'est-à-dire où sont les exemplaires eux-mêmes, et ça se recoupe pas nécessairement en tout cas. L'idée de comparer la France
l'Angleterre et l'Allemagne se justifient en principe, mais en fait, c'est absolument pas les mêmes structures de marché. Et puis, il y a une autre, à propos de cette carte, il y a quelque chose qui m'a amusé, c'est Brasov. Brasov, c'est Kronstadt, Coronae. À Brasov, c'est Hunter. Ça, c'est le milieu de Wittenberg, c'est des villes allemandes. Ils sont parfaitement... bon, d'ailleurs, il a fait ses premières études à Bâle, et puis après, il est allé chez Melanchthon à Wittenberg. Donc, on est tout à fait dans un monde connu. Oui, tout à fait. Non, pour revenir rapidement sur vos deux points, rapidement, sur les éléments bibliographiques, alors, je n'ai cité aucun livre que je n'ai pas vu moi-même, à l'exception du livre d'Orléans, où je fais confiance à Pierre Aquillon, qui les a vus, lui. En principe. En principe, c'est plutôt, ça tient plutôt. L'exemple, donc, du Ricci est basé sur les fiches, donc, qui sont pas donc, des recensions comme ça. Je ne me suis pas basé là-dessus. Et en effet, j'ai corrigé autant que possible les bases existées, comme le CC qui est passé également. Mais c'est vraiment des instruments de travail qu'on n'avait pas il y a 10 ans et qui ouvrent des horizons, même pour la problématique. Et pour la carte, rapidement, en fait, c'est pour ça que j'ai montré la carte de diffusion en France des libraires, parce qu'elle est tellement différente, en fin de compte, de la production. Et c'est que ça montre que ça peut être partout. C'est évident. Ouais. Oui, alors c'est une petite remarque qui du coup se rattache un peu au propos d'avance s'agissant de la censure du De Revolutionibus. Je pense que le cas est quand même pas tout à fait parallèle, parce que les deux éditions qui ont été étudiées par Gingerich ont été épuisées avant la censure, en fait, qui est intervenue en 1616. Et c'est vrai qu'on a les lecteurs dont Gingerich a trouvé les traces. Il y en a du XVIIe siècle, mais quand même la majorité sont des lecteurs du XVIe siècle. Donc ça explique la raison pour laquelle c'est uniquement dans les bibliothèques italiennes que on trouve, où on a préparé très soigneusement la censure en 1616. Et surtout repérer les passages qui devaient être enlevés, alors que les exemplaires en France, etc., étaient antérieurs, enfin, les marques, la plus grande activité sur le texte de Copernic, c'est quand même au XVIe. Oui, tout à fait, mais c'est pareil aussi en Italie. Sur les exemplaires italiens, la plupart du travail est antérieur au XVIIe siècle, en fin de compte, que ça montre aussi que simplement, comme vous dites, on applique l'index beaucoup plus soigneusement en Italie qu'ailleurs, et l'idée reste en fin de compte. Ce que je veux dire par là, c'est que ça montre, j'ai montré cette carte pour montrer qu'on applique l'index dans un endroit beaucoup plus que l'autre. Pas que ça permettait de lire ou pas le texte. Pour moi, simplement, c'est une indication de où on censure le texte, où on ne les censure pas. Le fait que ce soit fait plus après l'impression, c'est pareil en fin de compte pour les premières éditions d'Erasme sont déjà toutes vendues au moment où on intervient pour en faire la censure. De cette manière-là, je pense que qu'on est dans un cas pareil. Évidemment, on parle de deux livres très différents. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je vois a l'air de répliquer ces éléments, et notamment quand je parle avec des historiens du livre italien, ils sont très surpris que mes livres ne soient pas censurés quand ils ont un contenu souvent douteux. Ce que je dirais, c'est qu'on trouve en France beaucoup plus le cas où on censure pour des cas de livres totalement prohibés, et là on les enlève de la bibliothèque, on les met de côté, mais moi je trouve beaucoup moins de marques, quand je regarde les livres, disons, qui censurent le livre physiquement en enlevant le morceau, que le fait que les gens que je connais qui travaillent sur autant de livres que moi, on les met en Italie. Et je sais, parce qu'en fait, on ne compare nos notes sur les livres qu'on trouve tout le temps, et c'est chercheurs dans toutes les bibliothèques. Moi, je peux faire des bibliothèques entières sans trouver des dégâts. Il y a deux hypothèses, c'est-à-dire que soit on les détruit et donc on ne peut plus trouver de traces. Oui, mais soit alors à la rigueur en Italie on les censure mais on les garde quand même. Oui, alors ça c'est vrai, mais simplement je dirais que vu la quantité de livres protestants qui ne survivent que grâce au monastère français,
s'ils avaient vraiment détruit beaucoup, on aurait perdu une littérature énorme protestante, puisque c'est en général grâce aux monastères qu'on a la plupart des livres protestants. On s'en gère pas. Oui, mais c'est ça. Les gens, mais c'est une censure différente. C'est ce que je dis. Depuis ton cours, en tout cas, pour l'Italie, pour l'Espagne, il montre que l'appareil de coercition est très très important, le maillage est important, etc. Et malgré ça, la diffusion des œuvres mises à l'index, etc., est relativement sans incidence sur la circulation de ces textes et sur leur taux de conservation, comme aurait dit Pozzolo. Donc, la censure, c'est ce que montre bien le cas de la Sorbonne, je crois, Thierry. Il y a un usage social des livres. Et il y a, à la Sorbonne, on pouvait avoir tous les livres censurés qu'on voulait. Je veux dire, les textes d'Erasme, même ceux qui sont censurés, les colloques, etc., sont au collège de Sorbonne. Mais parce que le collège de Sorbonne et la bibliothèque du collège de Sorbonne a une fonction particulière et qu'elle a, il y a un usage social de la lecture et de l'usage de ces textes-là, en fait. Donc du coup, c'est pas n'importe qui vient, on les consulte pas dans n'importe quelle condition. Il y a un règlement de bibliothèque de 1480 pour la nouvelle bibliothèque, justement celle qui connaîtra le catalogue de 1550, qui indique précisément que voilà, c'est pas la vaine curiosité qui doit vous amener au livre, etc. Et tout ça, et ceci au lendemain des événements 1470 et du nominalisme, de l'interdiction momentanée du nominalisme, etc. Et donc d'implication de gens comme Gilles de Delft, etc. et qui seront importants après pour Erasme, et ainsi de suite. Donc résultat des courses, il y a un usage social du livre, etc. À partir du moment où il est encadré, il se fait dans le cadre universitaire, ou par exemple, vous regardez la diffusion d'Erasme dans les chartreuses allemandes, à Bâle, à Cologne, etc., les textes, on met en garde, mais même, on les met même pas, on les sort même pas forcément de la bibliothèque conventuelle. Il y a une mise en garde, il y a éventuellement plusieurs mises en garde, il y a plusieurs cas à Cologne qui sont bien attestés, à Bâle aussi, etc. Mais il n'empêche que, c'est ce que dit Carpentarius, je crois d'ailleurs que ça a été repris dans le magnifique catalogue pour l'exposition, en disant, ben voilà, dans certaines conditions, tout ça on peut le lire, mais il faut le lire de manière éclairée, voilà. Donc la censure, c'est pas du tout. J'ai fait ma thèse sur la censure, c'est pour ça que je suis un peu véhément. C'est pas du tout le déserpent qu'on croit. Je veux dire, tous les textes médiévaux qui ont été censurés ont largement circulé et à ciel ouvert, et ça a posé aucun problème. Évidemment, Wycliffe et ces hérésies-là posent un problème parce qu'elles sont un problème social. Ça entraîne des foules. Mais tant que ça agit juste le petit milieu de la Sorbonne, ça n'a aucune conséquence. Oui, je sais bien. Vous dites ça parce que vous êtes français, je suis italienne. Ah, voilà. La Renaissance, nous sommes arrivés aujourd'hui. Oui. Et il y a une autre chose. L'énonce de Cologne, écrit à Rome dans les ans 1570, que les Allemands hors Cologne ne respectent pas le texte. C'est une culture mixte confessionnellement, mais où la confession est vraiment dominante, alors il n'y a pas de... Mais pour nous être d'accord, lisons les chroniques italiennes de Stendhal. Il y a un magnifique texte sur la censure, où tous les textes ont disparu, etc., mais le seul qui subsiste, c'est celui qui est dans la bibliothèque Vaticane, et qui va donner lieu à une diffusion extraordinaire. Donc il n'y a rien de plus beau, etc. Mille merci. Peut-être il faut interrompre la discussion. Je me suis aperçu que j'avais parlé et produit les uns les autres plusieurs fois. Je remercie tous ceux qui ont parlé cet après-midi. Je me suis aperçu que j'avais oublié de remercier les organisateurs. Alors, je les remercie pendant que l'auteur de la conclusion passe à la tribune.